Donc, ma recherche apporte sur les actions collectives en sécurisation alimentaire par le design pour l'autonomie, puis leur contribution à la justice sociale, environnementale et alimentaire. Donc, je vais essayer de présenter les grandes lignes de ma recherche le plus clairement possible en une quinzaine de minutes. Puis ensuite, on pourra discuter plus en détail de certains éléments pendant la période de discussion. Donc, je vais commencer par vous parler du contexte général dans lequel s'inscrit ma recherche. Pour commencer, le système alimentaire industriel qui domine en ce moment, il pose de réels défis en ce qui concerne autant la justice sociale, la durabilité écologique, la santé des communautés, puis la gouvernance démocratique. Donc, face à cette situation-là, il y a un nombre croissant d'initiatives alimentaires alternatives qui ont émergé depuis le début du 21e siècle, puis qui proposent des solutions viables, puis qui sont ancrées dans le contexte local pour contribuer à la sécurité alimentaire. Dans le cadre de ma recherche, moi, je m'intéresse aux actions collectives en lien avec la sécurisation alimentaire. Donc, la sécurisation alimentaire, c'est une approche systémique qui englobe l'ensemble des actions, des processus, puis des apprentissages qui visent à améliorer une situation alimentaire. Puis en proposant des nouvelles formes de rapports, puis des nouvelles façons de faire, c'est un mouvement qui va dans le sens d'une société plus humaine, plus juste, puis plus équitable. Donc, les initiatives de lutte pour la sécurisation alimentaire, ils viennent s'inscrire dans le cadre d'un grand projet de transition sociale et écologique. Il y a une revue de littérature qui a été réalisée par Singers, Wigzorek et Reven en 2016, qui dégage plusieurs années de recherche concernant le rôle des expérimentations pour participer à la transition. Donc, les auteurs, ils soulignent entre autres la pertinence d'approfondir un cas, puis d'étudier les pratiques qui se déroulent au sein de l'expérimentation. Donc, plus précisément, il importe de voir comment les initiatives se construisent, sont organisées, puis opérationnalisées par différents groupes, puis comment elles viennent cohabiter avec les activités du milieu, puis c'est quoi les options qu'elles vont mettre de l'avant face au modèle dominant. Puis la pertinence de faire un lien avec la justice, ça a été aussi souligné. Donc, cette piste de recherche-là, ça m'amène à étudier le processus de co-création d'un projet de fermette puis d'agriculture urbaine qui prend place dans le quartier de Pointe-Saint-Charles à Montréal, plus précisément sur le site du bâtiment 7, à partir de l'été 2020. Puis, pour ce faire, je croise l'approche du développement territorial, qui est issue du domaine de la géographie, à l'approche du design pour l'autonomie, qui est proposée par Arturo Escobar. Donc, ça m'amène à une brève introduction de ce qu'est le design, sans trop m'étendre, parce que je pourrais en parler longtemps. Donc, le design, c'est souvent marginalisé comme étant décoratif ou utilisable. Parce que pratiquement tout ce avec quoi on interagit au quotidien, ça a été conçu par quelqu'un, des vêtements qu'on porte au bâtiment qu'on habite, ou même les tracteurs qu'on voit sur la photo. Puis au cours des années 60 puis 70, l'univers inquiétant qui résulte de cette production de masse est critiqué par des designers radicaux qui dénoncent des enjeux autant politiques, culturels, sociaux, puis environnementaux. Donc, la critique qui est apportée par les auteurs, puis la posture qui est suggérée, elle résonne encore aujourd'hui, puis ça peut être compris comme la nécessité de faire mourir un design des désirs pour laisser place à un design des écologies. Puis, la discipline connaît au cours des dernières années une réorientation vers les ontologies. Les différents penseurs qui s'intéressent à cette réorientation-là, ils voient un potentiel pour des innovations radicales. Donc, le design, en fait, est ontologique dans le sens où il génère pour les humains et les non-humains des structures de possibilités. Et une façon d'adresser la dimension ontologique du design, c'est en adressant la question de comment est-ce que la société engendre, en fait, comment leur existence va en retour influencer cette société-là. Donc, ça sous-entend que ce qu'on conçoit nous altère, nous affecte en retour. Puis, ça m'amène à m'intéresser aussi aux intentions. Donc, un exemple concret de ça, ça pourrait être la voiture, donc la façon dont son invention, ça a affecté ensuite nos modes de vie,
la façon dont on a aménagé nos villes, nos modes d'habitation, etc. Donc, le processus, finalement, c'est vu comme, le design, c'est vu comme un processus qui va demeurer ouvert. Puis le design ontologique, ça rejette la vision cartésienne du monde, puis ça a une dimension critique qui est forte. Donc, ça a aussi une dimension constructive avec un potentiel pour contribuer à un changement culturel élargi. Donc, par exemple, on pourrait se demander qu'est-ce qu'un projet de fermette dans un quartier va concevoir ou influencer à travers le temps. Et depuis les 10 dernières années, il y a des tendances qui ont émergé du monde du design. Puis, une des distinctions principales des disciplines qui émergent, c'est qu'en fait, le produit ou l'artefact, donc en gros, l'objet ou la construction physique, ça ne sera plus la finalité du processus. Il s'agit plutôt de concevoir des relations, des interactions, puis des expériences à l'intérieur et pour un système complexe. Et parmi les différentes contributions qui s'inscrivent dans cette réorientation-là, je m'intéresse particulièrement à l'approche du design pour l'autonomie qui est proposée par Arturo Escobar, qui s'inspire des notions latino-américaines d'autonomie puis de communalité. Donc, ça amène à placer l'autonomie culturelle puis politique dans le champ du design. Puis, un des principaux buts du livre de cet auteur-là, c'est de voir le rôle potentiel du design pour contribuer à permettre ces formes d'autonomie, des formes communales en fait, d'autonomie qui sont sous-entendues dans des projets de vie puis des visions de transition. Donc, la situation idéale pour un design pour l'autonomie, c'est obtenu en fait lorsque le client, le concepteur, le décideur, puis finalement le garant du système, ce serait la même entité, c'est-à-dire dans ce cas-là, la communauté, puis ses organisations. Donc, ça présuppose en fait que chaque communauté pratique elle-même le design indépendamment des savoirs experts par ses organisations, ses relations sociales, ses pratiques, puis ses relations avec l'environnement. Donc, ce que la communauté conçoit, ce n'est pas un objet figé, en fait, c'est plutôt un système d'investigation ou d'apprentissage sur elle-même, puis sur sa propre réalité. Donc, en ce qui concerne les codes design au sein des communautés, le but du processus de design, ça devrait être en fait le renforcement de son autonomie. Puis, bien, en approfondissant ces notions théoriques, moi, j'ai tout de suite pensé au bâtiment 7, qui est qualifié de fabrique d'autonomie collective. Donc, pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un ancien bâtiment ferroviaire qui a été reconverti par la population de Pointe-Saint-Charles pour en faire un moteur de transformation culturelle, sociale, politique et environnementale. Et donc, une première phase qui est ouverte en 2018, qui comprenait entre autres des ateliers collaboratifs, l'épicerie autogérée Le Détour, une microbrasserie, puis des espaces consacrés à l'agriculture urbaine à l'extérieur. Donc, Pointe-Saint-Charles, ça fait en fait partie des quartiers urbains qui sont encore aujourd'hui affectés par les conséquences d'une désindustrialisation accélérée, qui a été aussi accompagnée par la précarisation puis la stigmatisation d'une portion non négligeable de sa population. Donc, une partie importante des résidents du quartier qui sont confrontés à des enjeux liés à la défavorisation économique et sociale, puis à l'insécurité alimentaire. Donc, l'arrondissement du Sud-Ouest, c'est celui qui présente le deuxième taux d'insécurité alimentaire le plus élevé à Montréal, soit 10,1 %, précédé seulement par le quartier de Montréal-Nord. Puis, à Pointe-Saint-Charles, en fait, le secteur qui est situé au sud de la rue Wellington, où se trouve le bâtiment 7, ça a été identifié comme un désert alimentaire par une étude menée par la Direction de la santé publique en 2007. Puis, ce secteur représente en même temps le plus haut taux de défavorisation économique et sociale du quartier. Donc, c'est en fait le seul secteur dont la portion des résidents qui vivent avec un faible revenu est supérieure à 30 %. Puis aussi, bien, le quartier est confronté à des enjeux en lien avec la gentrification. Ça veut dire qu'il y a des transformations physiques puis sociales qui ont lieu, qui affectent le milieu de vie des anciens résidents de Pointe-Saint-Charles, puis qui ont un impact sur leur vie quotidienne. Mais face à cette situation-là, en fait, il y a un nombre important d'organismes puis de collectifs qui se concertent pour proposer
des initiatives qui viennent s'inscrire dans un processus de sécurisation alimentaire, comme j'ai parlé au début de la présentation. Donc, en 2016, il y a eu lieu l'initiative Nourrir la Pointe, qui amène en fait plusieurs groupes du quartier à se réunir pour développer une vision, puis des objectifs communs, pour concevoir l'initiative d'un pôle alimentaire qui se situerait au bâtiment 7. Puis, à partir de l'automne 2019, la stratégie va changer pour envisager non plus la conception d'un projet théorique sur le long terme, mais plutôt une initiative expérimentale prévue dès l'été 2020 sur les espaces privatifs extérieurs du bâtiment 7. Puis ce projet, qui est appelé la Fermette, sa mission, c'est d'accroître l'autonomie alimentaire de Pointe-Saint-Charles par un projet d'agriculture urbaine alternative et écologique, puis solidaire au bâtiment 7, qui contribue au déploiement d'un véritable système alimentaire de quartier. Donc, il est porté par le comité Fermette, puis ce comité-là réunit l'épicerie autogérée Le Détour, qui se trouve au bâtiment 7, le 7 à nous, qui est en fait porteur du projet du bâtiment 7, et aussi l'organisme le Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles, et la Corporation de développement communautaire Action Gardien, qui réunit plusieurs organismes dans le quartier, puis aussi des étudiantes et citoyens et citoyennes. Donc, la Fermette est composée en gros d'une serre, de jardins, il y a même des poules, des conteneurs qui ont été aménagés pour en faire des laboratoires, salles de transformation aussi, par exemple. Puis récemment, il y a eu la plantation pour faire une forêt nourricière. Puis, il y a aussi en ce moment des réflexions qui sont en cours pour l'agrandissement de la Fermette au cours des prochaines années, qui pourrait se faire sur le lot 5 qui est situé juste au sud du bâtiment 7. Donc, le projet se fait en fait à court terme, mais en gardant en tête la vision qu'il y avait de faire un pôle alimentaire de quartier sur le long terme. Donc, voilà pour le contexte spécifique. Puis maintenant, donc j'ai oublié cette diapo-là, mais ça présentait en fait les différents groupes avec les dimensions qu'on retrouve dans la Fermette, qui sont déjà en fait des composantes d'un système alimentaire local. Donc, les objectifs de ma recherche, c'est de dresser un portrait du réseau d'initiatives en sécurisation alimentaire à Pointe-Saint-Charles, puis comprendre leur dynamique, apporter une compréhension de l'amorce de la Fermette, puis du développement en fait du processus de design pour l'autonomie, puis comprendre les résultats qui sont attendus de ce projet-là à court terme et à long terme. Puis, je me demande en fait dans quelle mesure une initiative collective de design pour l'autonomie peut favoriser la justice sociale, environnementale et alimentaire. OK. Donc, ma recherche, c'est une recherche de type inductive puis exploratoire. Et bien, pour mener ma recherche, j'ai eu l'occasion de m'impliquer principalement au sein du comité Fermette, puis dans d'autres cercles et comités au bâtiment 7, puis à l'échelle du quartier depuis l'automne 2019, à travers une démarche qui est engagée et participative. J'ai aussi tenu un journal de bord pour documenter mes observations, puis j'ai réalisé des entretiens semi-dirigés auprès des membres du comité Fermette pendant l'hiver passé, donc du comité finalement qui est porteur du projet, ce qui réunissait 11 personnes au total, donc avec qui j'ai eu une entrevue. Puis en lien avec mes objectifs, les résultats qui ressortent de ma recherche sont très riches. Donc j'en suis à aller relire les préformulés, puis finalement les laisser parler d'eux-mêmes pour faire ressortir des concepts. Puis mon intention, c'est ensuite de répondre à ma question, donc faire un lien avec des éléments en lien avec la justice, puis dégager des hypothèses théoriques. Donc en gros, j'en suis aux dernières étapes de l'analyse de mes résultats. Donc je ne vais pas les présenter aujourd'hui parce que j'ai encore un peu de travail à faire, mais n'hésitez pas en fait pendant la période de discussion si jamais vous avez des questions par rapport à ça, on pourrait toujours en discuter. Puis aussi, j'avais une petite parenthèse que j'aurais aimé faire, c'est que j'ai entendu parler récemment de plusieurs médiums qui existent pour communiquer des résultats de recherche. Donc, c'est sûr que oui, il va y avoir mon mémoire, mais j'aimerais aussi faire une planche de bande dessinée qui présenterait les grandes lignes de ma recherche puis mes résultats. Donc, c'est une chose qui se fait.
Puis ça serait une façon originale, je pense, de rendre accessibles les résultats de ma recherche. Surtout que je suis impliquée dans l'initiative justement de la Fermette. Puis j'aimerais bien que ma recherche puisse être partagée auprès des porteurs du projet, mais aussi plus largement peut-être aux gens qui sont intéressés ou impliqués dans l'initiative. Euh, donc voilà. Ça conclut un peu ma présentation. Donc pour terminer, voici les sources que j'ai utilisées dans ma présentation. Puis un aperçu de la Fermette, l'édition 2020. Puis voilà, donc pour terminer, bien, je suis ouverte aux questions, critiques et commentaires. Puis je voudrais remercier tout le monde pour votre écoute, puis aussi l'ISE, en particulier Marie-Audrey, pour l'organisation aujourd'hui, puis l'opportunité, parce que c'est un plaisir de pouvoir partager ma recherche. Voilà.